Pendant que le monde regardait ailleurs, une icône des années 60 a construit une fortune de 30 millions de dollars. Sans scandale, sans Instagram, sans même qu'on s'en aperçoive. Son secret? Disparaître au bon moment. Abonnez-vous dès maintenant à Les Célébrités du Monde. Votre soutien nous permet de financer ces enquêtes exclusives sur les vies secrètes des plus grandes stars de la planète. Un nom surgit soudainement dans les médias financiers internationaux. Petula Clark. Pas parce qu'elle sort un nouvel album, pas parce qu'elle fait un comeback spectaculaire, mais parce que des journalistes ont enfin commencé à poser la question que personne ne s'était jamais vraiment posée. Qu'est devenue sa fortune? Et là, c'est le choc. Pendant que des milliers de stars de sa génération brûlaient leurs millions dans des divorces ruineux, des investissements catastrophiques et des trains de vie extravagants, Petula Clark construisait méthodiquement un empire financier dont personne ne parlait. Un empire invisible, silencieux, extraordinairement efficace. Mais voilà où ça devient vraiment intéressant. Aujourd'hui, personne ne sait exactement combien elle possède réellement. Les chiffres varient de 30 millions à plus de 200 millions d'euros selon les sources. Un écart vertigineux qui en dit long sur la manière dont cette femme a orchestré sa vie loin de toute surveillance. Pour comprendre cette énigme financière, il faut remonter bien avant les gros titres récents. Il faut plonger dans la stratégie la plus contre-intuitive de l'histoire du show business. Gagner des millions en refusant d'être vu. Accumuler une fortune colossale en vivant comme si elle n'existait pas. Et surtout, réussir là où tant d'autres ont échoué, en faisant exactement l'inverse de ce que tout le monde conseille aux célébrités. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le cas Petula Clark. Non pas la chanteuse que vous croyez connaître, mais la stratège financière que personne n'a vu venir. Une femme qui a transformé le succès éphémère en sécurité permanente. Et qui, à 92 ans, profite tranquillement d'une richesse que presque personne ne soupçonne. Les chiffres qui ne collent pas. Commençons par le mystère qui a relancé l'intérêt pour Petula Clark en 2025, son patrimoine réel. Officiellement, les sources financières conservatrices estiment sa fortune nette à environ 30 millions de dollars. Une somme respectable, construite sur des décennies de travail vérifié. Droits d'auteur musicaux, tournées internationales, apparitions cinématographiques, rôles théâtraux sur Broadway et dans le West End. Mais voilà, en 2024-2025, des publications comme People with Money commencent à circuler avec des chiffres totalement différents. Selon eux, Petula Clark aurait engrangé jusqu'à 75 millions d'euros entre fin 2024 et fin 2025. Sa fortune totale serait proche de 215 millions d'euros. Une différence de près de 600% par rapport aux estimations conservatrices. Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous maintenant. Votre engagement nous permet de continuer à produire ces documentaires que vous ne trouverez nulle part ailleurs. D'où vient cet écart monstrueux? De revenus supposés issus de contrats publicitaires massifs, d'investissements boursiers stratégiques, de propriétés immobilières valorisées et d'activités commerciales mystérieuses. Le problème, aucun de ces chiffres astronomiques n'a jamais été vérifié de manière indépendante. Aucune preuve tangible, aucune divulgation financière officielle, aucun changement visible dans le mode de vie de Clark qui correspondrait à une telle explosion de richesse. Et c'est précisément là que son histoire devient fascinante. Car contrairement à la plupart des célébrités dont la fortune laisse des traces visibles, villas gigantesques, yachts, jets privés, équipes de dizaines d'assistants, Petula Clark vit exactement de la même manière qu'elle vivait il y a 30 ans. Discrètement, simplement, presque invisiblement. Ce qui nous amène à la vraie question. Cette femme est-elle simplement prudente et discrète avec une fortune modeste de 30 millions de dollars, ou est-elle extraordinairement habile à cacher une richesse bien plus considérable? La machine à cash silencieuse. Ce qui est indiscutable, c'est la source principale de la richesse confirmée de Petula Clark, son catalogue musical. Et non pas n'importe quel catalogue, nous parlons ici d'une des chansons les plus licenciées de l'histoire de la musique populaire. Downtown à elle seule génère toujours des revenus substantiels plus de 60 ans après sa sortie. Chaque fois qu'elle passe à la radio quelque part dans le monde, chaque fois qu'elle apparaît dans un film, une série télévisée, une publicité, une compilation, des royalties affluent automatiquement.
Ajoutez à cela My Love, Don't Sleep in the Subway, I Know a Place, This Is My Song, Sailor et dizaines d'autres hits internationaux et vous obtenez une machine à générer des revenus passifs qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans que Clark n'ait à lever le petit doigt. Mais voilà le véritable coup de génie. Clark n'a pas enregistré uniquement en anglais. Elle a systématiquement réenregistré ses plus grands succès en français, allemand et italien, parfois même en espagnol et en néerlandais. Cette décision qui semblait bizarre à l'époque, pourquoi une artiste britannique enregistrerait-elle en 5 langues, s'est révélée être un coup de maître financier. Chaque version linguistique ouvre un nouveau territoire de droits d'auteur. La version française de Downtown génère des revenus en France, en Belgique, au Québec, en Afrique francophone. La version allemande travaille sur les marchés germaniques, la version italienne sur les marchés latins. N'oubliez pas de vous abonner, chaque nouvel abonné nous aide à financer ces enquêtes approfondies. Le résultat, au lieu d'avoir une chanson qui rapporte sur un seul marché, Clark possède 5 versions de la même chanson qui rapportent simultanément sur 5 marchés différents. Multipliez cela par 20 chansons à succès sur une période de 60 ans et vous commencez à comprendre l'ampleur du système. Et contrairement à beaucoup d'artistes de son époque qui ont vendu leurs droits d'auteur pour de l'argent rapide, Clark a conservé le contrôle de son catalogue. Elle n'a pas cédé sa propriété intellectuelle pour un chèque immédiat. Elle a préféré recevoir des paiements plus petits mais constants pendant des années. Cette patience financière explique pourquoi, à la fin des années 90, Clark se trouvait déjà dans une position extraordinaire. Elle pouvait choisir si elle voulait travailler et non plus forcée de travailler pour payer ses factures. Le théâtre comme stabilisateur. Parallèlement à son catalogue musical, Clark a développé une seconde source de revenus tout aussi stratégique, le théâtre de prestige. À partir des années 80 et jusqu'à années 2010, Clark a accepté des rôles soigneusement sélectionnés dans des productions majeures. The Sound of Music à Londres, Sunset Boulevard au Canada, Mary Poppins en tournée internationale. Ce n'étaient pas des engagements d'un mois, ces contrats s'étendaient des années, offrant des revenus stables, prévisibles, confortables. Plus important, ces productions incluaient souvent des clauses de participation aux bénéfices à long terme. Clark ne choisissait que des spectacles qui avaient déjà fait leurs preuves. Elle n'a jamais pris le risque de lancer une production expérimentale qui pourrait échouer. Elle attendait que d'autres aient testé le concept, puis elle acceptait des rôles dans des versions qui étaient déjà des succès garantis. Cette approche ultra-conservatrice lui a permis de maintenir un flux de revenus constant pendant des années, tout en préservant son statut de star légitime aux yeux de l'industrie. Et même ses engagements théâtraux étaient stratégiquement espacés. Jamais d'épuisement, jamais de surexposition, toujours suffisamment de temps entre 2 productions pour que son apparition reste un événement plutôt qu'une routine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que notre enquête vous intéresse. Partagez-la sur vos réseaux sociaux et donnez-nous votre avis. Cette énigme continue. Le secret de Genève Money pour cacher sa fortune astronomique. Vous vous connaissez en Aya Libre, Reg Alangap, capable d'aller régulièrement jusqu'en Suisse, disponible pour des loyaux réduits. Contactez-nous à célébritédumonde@gmail.com ou en message privé. D'autres enquêtes arrivent. Le quartier général invisible. Pour vraiment comprendre Petula Clark, il faut parler de ses choix immobiliers. Car contrairement aux stars de son époque qui achetaient des propriétés spectaculaires à Beverly Hills ou sur la Côte d'Azur pour être vues, Clark a fait exactement l'inverse. Sa résidence principale pendant des décennies a été Genève, en Suisse. Pas Paris, pas Londres, pas New York, Genève. Ce choix dit tout de sa stratégie de vie. Genève n'a jamais été une ville de célébrités flamboyantes. C'est une ville de banquiers, de diplomates, de gens qui préfèrent l'anonymat au prestige. Une ville culturellement conçue pour la discrétion. Pour Clark, c'était parfait. Elle pouvait élever ses enfants sans paparazzi, faire ses courses sans être reconnue à chaque coin de rue, gérer ses affaires financières dans un environnement juridiquement stable et fiscalement avantageux. Abonnez-vous maintenant si vous voulez continuer à découvrir ces stratégies secrètes des plus grandes stars. Mais surtout, Genève lui offrait quelque chose d'inestimable, la neutralité géographique.
Située au cœur de l'Europe, elle pouvait facilement voyager en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni pour des engagements professionnels, puis revenir dans son sanctuaire suisse où personne ne la dérangeait. Cette propriété genevoise n'a jamais été photographiée dans les magazines. Il n'existe aucune visite télévisée de son intérieur, aucune description détaillée dans la presse. Elle a simplement disparu derrière les murs de cette ville qui excelle dans l'art de protéger la vie privée de ses résidents fortunés. Le chalet alpin, le refuge saisonnier. En complément de sa base genevoise, Clark possédait un chalet de vacances dans les Alpes françaises. Là encore, pas de propriété ostentatoire, pas de chalet de luxe ultra-moderne couvert de verre et d'acier. Un refuge traditionnel, fonctionnel, confortable. Ce chalet servait essentiellement pendant les saisons hivernales, des périodes où Clark pouvait complètement se déconnecter du monde du spectacle. Les amis qui y étaient invités décrivaient des séjours d'une simplicité presque monastique. Des repas préparés à la maison, pas de chef personnel, pas d'équipe de service, juste Clark cuisinant elle-même pour sa famille et ses rares invités. Des journées organisées autour de promenades en montagne, de lectures au coin du feu, de conversations tranquilles. Aucun horaire imposé, aucune pression, aucune obligation de performer pour qui que ce soit. Ce chalet représentait l'antithèse de ce que le public imagine de la vie d'une star internationale. Il incarnait parfaitement la philosophie de Clark. Le vrai luxe n'est pas l'ostentation, c'est la paix. La maison du cœur. Mais la propriété la plus chargée d'émotions dans la vie de Petula Clark se trouve sur la Côte d'Azur, dans le petit village de Vallauris. Achetée dans les années 60 ou 70, les dates exactes restent floues, ce qui en dit long sur la discrétion avec laquelle cette acquisition a été menée, cette maison modeste n'a jamais été conçue comme un symbole de réussite. Elle l'a choisie précisément parce qu'elle était loin du tumulte de Cannes et d'Antibes. Cachée au bout d'un chemin privé, entourée de terrains plutôt que de voisins curieux, cette maison lui offrait ce qu'elle recherchait par-dessus tout, l'anonymat. C'est là qu'elle vivait vraiment, pas comme une star, mais comme une mère. Une épouse, une femme qui cultivait son jardin, préparait des repas en famille, recevait des amis sans protocole. Elle a raconté un jour que posséder un palmier dans son jardin avait réalisé un rêve d'enfance. Ce petit détail en dit long. Pour Clark, le luxe n'était pas une piscine à débordants, photographiée dans Architectural Digest. C'était un palmier qui lui rappelait les images exotiques de son enfance. Soutenez-nous en vous abonnant. Votre engagement nous motive à continuer ces révélations exclusives. En 2025, cette propriété est mise en vente pour 1,4 million d'euros. Elle s'étend sur environ 6500 mètres carrés, comprend un salon cathédral, plusieurs chambres, un appartement à dépendants, des jardins en terrasse. Mais ce qui fascine les potentiels acheteurs n'est pas le luxe. La maison reste modeste selon les standards de la Riviera. C'est l'atmosphère. Même après des rénovations réalisées par les propriétaires suivants, la maison conserve son esprit d'origine, chaleureux, accueillant, délibérément sans prétention. Cette vente en 2025 ne traduit pas une nécessité financière. Clark n'a pas besoin de cet argent. C'est simplement le moment de se séparer d'un bien lié à un chapitre émotionnel de sa vie qui s'est refermé. Ses enfants sont adultes, son mari Claude Wolff est décédé, elle n'a plus besoin d'une maison familiale sur la Côte d'Azur. C'est une décision pratique, réfléchie, dénuée de tout drame, exactement comme toutes les autres décisions de sa vie. Les voitures qui n'existent pas. Voici un fait révélateur. Malgré des décennies de succès et d'une richesse confirmée, il n'existe aucune preuve crédible que Petula Clark ait jamais collectionné de voitures de luxe. Aucune Ferrari dans son garage, aucun Rolls-Royce personnalisé, aucune flotte de véhicules de prestige. Pour Clark, une voiture a toujours été un outil, jamais un symbole. Des collaborateurs qui ont travaillé avec elle au fil des années décrivent son approche comme délibérément banale. Elle privilégiait la réalibilité, le confort et surtout la discrétion. Des véhicules qui lui permettaient d'arriver quelque part sans être remarqué, de se déplacer sans attirer l'attention, de repartir sans laisser de souvenirs photographiques. Cette philosophie s'appliquait à tous les aspects de sa vie quotidienne. Clark n'a jamais vécu au rythme typique des célébrités. Même pendant les périodes de tournée les plus intenses, ses routines hors scène restaient strictes et prévisibles. Elle se levait tôt, évitait les événements mondains nocturnes, protégeait de longues plages interrompues pour la lecture, la correspondance, la révision musicale.
À Genève en particulier, ces journées suivaient un schéma quasi militaire dans sa régularité. Lecture matinale, travail administratif, promenade quotidienne, repas familiaux. Pas de personnel nombreux, pas d'équipe de service. Juste Clark cuisinant elle-même pour sa famille et ses rares invités. L'alimentation comme philosophie. Même la manière dont Clark se nourrissait reflétait sa relation inhabituelle avec la richesse. Elle privilégiait la cuisine maison, des ingrédients simples, des repas familiers préparés elle-même. Même en France, où la gastronomie de luxe fait partie intégrante de la culture des élites, elle évitait systématiquement les restaurants huppés. Pourquoi ? Parce que manger dans un restaurant signifiait être reconnu, être photographié, être interrompu au milieu d'un repas par des admirateurs bien intentionnés. Pour Clark, cela allait directement à l'encontre de sa définition de confort personnel. Les repas étaient des rituels privés, des moments de connexion familiale, pas des expériences publiques à Instagram. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à découvrir ces vies extraordinaires cachées derrière la célébrité. Ses habitudes de dépenses obéissaient à la même logique rigoureuse. Elle investissait dans la qualité plutôt que dans la quantité. Des vêtements choisis pour leur durabilité et leur fonctionnalité, jamais pour suivre les cycles éphémères de la mode. Les bijoux restaient discrets, aucun écolier à plusieurs millions photographié sur un tapis rouge, aucune vente aux enchères médiatisée de sa garde-robe vintage, aucune réinvention spectaculaire de son image tous les 5 ans. Quand elle dépensait, c'était pour quelque chose de durable. L'entretien de ses propriétés, le confort de ses déplacements, la protection juridique de son catalogue musical. Cette retenue systématique est devenue l'un des traits les plus déterminants de sa résilience financière. Pendant que d'autres artistes de sa génération connaissaient des revers dramatiques, divorces ruineux, faillites spectaculaires, liquidations forcées, Clark n'a jamais eu besoin de réduire son train de vie. Pourquoi ? Parce que son train de vie n'avait jamais été excessif au départ. Elle n'avait rien à couper, rien à liquider, rien à sacrifier. Sa richesse a pu croître silencieusement, année après année, décennie après décennie. Précisément parce qu'elle dépensait presque rien. La routine comme armature. Ce mode de vie ultra-discipliné explique également pourquoi les gros titres récents évoquant des gains massifs et des projets commerciaux extravagants sonnent si faux. Clark ne s'est jamais comporté comme quelqu'un en quête de visibilité ou de grossisse agressive. Chacune de ses habitudes visait à réduire l'exposition, jamais à l'amplifier. Elle a compris quelque chose que très peu de célébrités saisissent. La visibilité est bruyante, mais la sécurité est silencieuse. L'attention publique génère des revenus à court terme, mais la quiétude protège la richesse à long terme. En 2025, sa vie quotidienne reste ancrée dans ces mêmes principes qu'elle suit depuis 50 ans. Vie privée absolue, routine prévisible, refus catégorique de transformer le confort personnel en spectacle. L'absence de luxe visible n'est pas une contradiction de sa richesse. C'est précisément la stratégie qui a permis à cette richesse de durer. Le luxe du silence. En 2025, Petula Clark incarne quelque chose de plus en plus rare dans notre culture de célébrité, le succès sans spectacle. À 92 ans, elle ne tient pas de compte Instagram avec des millions d'abonnés, elle ne publie pas de selfies quotidiens, elle ne monétise pas son quotidien en contenu consommable, elle ne lance pas de podcast sur ses souvenirs de carrière. Elle vit simplement, tranquillement, loin de toute caméra. Cette invisibilité volontaire est devenue son luxe ultime. Pendant que des célébrités 2 fois plus jeunes qu'elle se battent désespérément pour rester pertinentes, à coups de controverses fabriquées et de révélations calculées, Clark profite d'une richesse qui ne demande aucune performance pour se maintenir. Ses journées sont structurées selon ses propres désirs. Elle se lève quand elle le souhaite, elle voit qui elle veut voir, elle refuse qui elle veut refuser. Elle n'a de compte à rendre à personne. C'est cela le véritable pouvoir de sa stratégie financière. Non pas d'accumuler le maximum d'argent possible, mais d'accumuler suffisamment pour acheter la chose la plus précieuse au monde, la liberté totale. La leçon ignorée. Il y a quelque chose de profondément instructif dans l'histoire de Petula Clark, une leçon que presque personne dans l'industrie du divertissement n'a jamais vraiment apprise. La leçon est celle-ci, la visibilité n'est pas synonyme de succès, et la discrétion n'est pas synonyme de déclin. Pendant 60 ans, Clark a été constamment sous-estimée. Les critiques musicaux la considéraient comme trop commerciale, les intellectuels la trouvaient trop grand public, les médias people la jugeaient trop ennuyeuse parce qu'elle ne créait jamais de scandale.
Mais pendant que tout le monde la sous-estimait, elle construisait méthodiquement une forteresse financière qui lui garantissait une sécurité à vie. Elle n'a jamais cherché à être la plus célèbre, elle n'a jamais voulu être la plus admirée, elle voulait simplement être la plus libre. Et elle a parfaitement réussi. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune de nos analyses exclusives sur les stratégies secrètes des plus grandes stars. Aujourd'hui, combien de célébrités de son époque peuvent encore vivre confortablement sans travailler? Combien ont conservé le contrôle total de leur catalogue? Combien peuvent se permettre de refuser n'importe quelle offre sans conséquences financières? Très, très peu. La plupart sont forcés de continuer à tourner bien au-delà de ce qui serait confortable, non pas par passion, mais par nécessité économique. Leurs fortunes ont été dilapidées dans des divorces, des mauvais investissements, des modes de vie trop coûteux. Clark, elle, peut se permettre de ne rien faire, et elle choisit effectivement de ne rien faire, non pas par obligation, mais par préférence. Le modèle inimitable. Peut-on reproduire le modèle Petula Clark aujourd'hui? Probablement pas. L'industrie musicale a radicalement changé, les droits d'auteur ne génèrent plus les mêmes revenus qu'à l'époque où Clark construisait son catalogue. Le streaming paie des fractions de centimes par écoute. La notion même de hit international durable est devenue presque obsolète dans une culture où les succès durent quelques semaines avant d'être remplacés. Et surtout, la culture de célébrité moderne rend presque impossible le type de discrétion que Clark a maintenu toute sa vie. Les réseaux sociaux exigent une présence constante, les algorithmes punissent l'absence, les fans s'attendent à un accès permanent à leurs idoles. Dans ce contexte, le parcours de Clark ressemble de plus en plus à une relique d'une époque révolue, une époque où il était encore possible de construire une carrière durable sans se vendre complètement, où la vie privée était encore respectée, où le silence n'était pas interprété comme de l'arrogance. Mais même si son modèle n'est plus reproductible, ses principes restent éternellement valables. Contrôler plutôt que céder, protéger plutôt qu'exposer, construire plutôt que consommer, privilégier la durée plutôt que l'intensité. Ces principes fonctionnaient en 1965, ils fonctionnent encore en 2025, et ils fonctionneront toujours. Une vie réussie sans témoin. Alors, quelle est la vérité sur Petula Clark en 2025? La vérité est qu'elle a gagné, complètement, définitivement. Pas d'une manière que les médias comprennent ou célèbrent, pas d'une manière qui génère des gros titres excitants, mais de la seule manière qui compte vraiment. Elle a construit une vie exactement comme elle le souhaitait. Elle possède une fortune substantielle, peut-être 30 millions, peut-être beaucoup plus, qui lui garantit une sécurité absolue jusqu'à la fin de ses jours et au-delà. Elle vit où elle veut, comme elle veut, avec qui elle veut. Elle ne doit rien à personne, pas aux médias, pas aux fans, pas à l'industrie. Son catalogue continue de travailler pour elle, générant des revenus passifs pendant qu'elle profite tranquillement de sa vie. Et surtout, elle a conservé la chose que presque toutes les célébrités perdent inévitablement, son intimité. Le monde ne sait pas vraiment comment elle vit au quotidien, il ne connaît pas ses routines, il n'a pas accès à ses pensées, il ne peut pas commenter chacune de ses décisions. Dans une culture obsédée par l'exposition permanente, Clark a réussi l'exploit de disparaître tout en restant riche, de devenir invisible tout en conservant une influence, de se retirer sans jamais décliner. Maintenant, c'est à vous de nous dire si vous admirez cette stratégie de discrétion absolue. Auriez-vous fait les mêmes choix si vous aviez connu le même succès? Pensez-vous que Clark aurait dû être plus visible pour inspirer davantage de gens ou a-t-elle eu raison de privilégier sa tranquillité personnelle? Partagez votre opinion dans les commentaires. Et si cette enquête exclusive vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à Les Célébrités du Monde. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations sur les vies secrètes des plus grandes stars de la planète. L'ultime paradoxe. Le dernier paradoxe de Petula Clark est peut-être celui-ci. Elle a gagné une fortune en chantant pour le monde entier, puis elle a utilisé cette fortune pour acheter le droit de ne plus être vue. Elle a été adulée par des millions de fans, mais elle a choisi de vivre comme si cette adoration n'avait jamais existé. Elle aurait pu capitaliser sur sa célébrité pendant des décennies, multipliant les apparitions télévisées, les collaborations stratégiques, les contrats publicitaires. Au lieu de cela, elle a simplement continué à vivre, discrètement, confortablement, sans jamais chercher à transformer chaque aspect de son existence en opportunité commerciale.
Et aujourd'hui, à 92 ans, elle incarne une forme de succès que notre culture moderne a presque oubliée. Le succès sans spectacle, la richesse sans ostentation, la victoire sans témoin. Pendant que le monde entier se demande combien elle possède vraiment, Petula Clark, quelque part dans sa résidence discrète, s'en moque probablement complètement. Car elle a compris ce que très peu de gens comprennent. Le véritable luxe ne n'est pas d'avoir le plus d'argent possible, c'est d'avoir juste assez pour ne plus jamais avoir à penser à l'argent. Et dans ce domaine-là, elle est indiscutablement l'une des femmes les plus riches du monde. Merci d'avoir regardé cette enquête exclusive sur la fortune secrète de Petula Clark. Abonnez-vous à Les Célébrités du Monde pour continuer à découvrir les vérités cachées derrière les légendes que nous pensions tous connaître. À très bientôt pour une nouvelle révélation.